Gérard de Villiers, Putsch à Ouagadougou, chez Plomb, 1984, SAS numéro 76. Chapitre 1er. La première goutte de pluie s'écrasa sur l'épaule gauche de Malko alors qu'il émergeait sur la passerelle du DC-10. Une fraction de seconde plus tard, l'averse tropicale se déchaîna, trempant sa chemise en quelques secondes. Le temps de descendre les marches d'acier, il était à tordre. Le rideau de pluie, dégringolant du ciel plombé, bas et menaçant, noyait le paysage sous un brouillard grisâtre et tiède. L'eau du ciel, en touchant le sol brûlant, se transformant aussitôt en vapeur, donnant l'impression d'un gigantesque sauna. On avait prévenu Malko que juin voyait le début de la saison des pluies à Ouagadougou, riante capitale d'un des pays les plus pauvres du monde, mais il n'en espérait pas tant. Mêlé aux autres passagers, il piqua un sprint jusqu'à la petite aérogare décrépite. Un charter venu de France déversait en même temps ses occupants. Les deux groupes se rejoignirent dans une bousculade insensée, dégoulinant de sueur dans la chaleur lourde et poisseuse. Débordés, les soldats affectés au contrôle de police continuaient néanmoins à examiner chaque passeport avec une minutie maniaque et inquiète, à raison de 10 minutes par document. Sans la moindre agressivité d'ailleurs, les voltaïques étaient réputés pour leur gentillesse. Malko calcula qu'à ce rythme, il verrait le soleil se coucher sur l'aérogare. Une immense banderole surplombait les arrivants trempés, d'un mur à l'autre. « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Il n'était pas précisé qui. Probablement le monstre né de l'union de l'impérialisme et du colonialisme. Malko se retourna, scrutant les arrivants, et repéra facilement les têtes de Chris Jones et de Milton Brabeck. Les deux gorilles de la CIA avaient laissé pousser leurs cheveux, arboraient des chemises à fleurs, des appareils photos, des sacs à dos et des passeports canadiens presque vrais. Le tout fourni par le département des opérations de la compagnie. Ils étaient arrivés par le charter. Évidemment, c'était ennuyeux de faire voyager le même jour Malko et ses baby-sitters. Mais Ouagadougou, depuis la Révolution, n'était plus desservi à partir de l'Europe que 2 fois par semaine et le temps pressait. Devant Malko, un Suisse, transpirant comme un damné, récupéra enfin son passeport et lui laissa sa place. Il voyageait sous son vrai nom avec, comme couverture, le réseau commercial de Mercedes, une marque connue en Afrique. Le soldat noir semblait épuisé. Il examina à peine le passeport, tamponna à tort et à travers, et le rendit à son propriétaire. Les valises étaient arrivées depuis longtemps. Malko retrouva la sienne, puis émergea devant une foule animée qui attendait les arrivants. Tout de suite, il repéra un jeune noir brandissant une pancarte avec son nom. Écartant tous les solliciteurs offrant des taxis et passant sans s'arrêter devant le desk budget, il fendit la foule, arrivant près d'un comptoir un peu à l'écart. « C'est là, patron !» annonça son jeune mentor. Un gros homme au teint blafard, boudiné dans une chemise douteuse prête à éclater, se précipita pour une poignée de main gluante. « Bienvenue en Haute-Volta, Mr. Lingue, dit-il. Je suis Georges Valos, de la compagnie voltaïque de location de voitures. » Ses yeux de batracien exprimaient une servilité sans borne et une transpiration malsaine suintait de son visage comme s'il était terrorisé en permanence. Malko pensa que ce n'était pas le stringer de la CIA le plus reluisant qu'il ait eu à connaître. Valos passa une main distraite dans ses cheveux noirs huileux et désigna à Malko une grosse Datsun jaune toute cabossée qui semblait sortir d'une course de stock-car. « Voilà votre voiture. Le boy va vous accompagner pour vous montrer le chemin. Vous êtes au Silmande, je crois. »« Exact, dit Malko. Il fait toujours ce temps-là. » La pluie diminuait légèrement. Le loueur de voiture n'eut pas le temps de répondre. Une R16 venait de passer en trombe et de stopper dans un grand crissement de frein. 4 hommes en jaillirent. Un grand noir au crâne rasé, un métis avec un béret rouge, une kalachnikov à bout de bras, et 2 hommes de type méditerranéen. Ils se ruèrent dans la foule, encadrant aussitôt un des passagers qui avait voyagé avec Malko, un noir de haute taille, bien habillé, avec des lunettes d'écaille et une petite moustache. Après une courte et violente altercation, les 4 hommes traînèrent le voyageur jusqu'à la R16 et le jetèrent sur le siège arrière. Le noir au crâne rasé plongea à sa suite. Les autres montèrent et la voiture redémarra en trombe. L'incident n'avait pas pris 1 minute et personne n'était intervenu, pas même les soldats gardant l'aérogare, armes à la bretelle. La valise du kidnappé demeurait posée à terre au milieu d'un cercle vide, et les gens la contournaient comme si elle avait été ensorcelée. Malko regarda Georges Valos. Ses traits semblaient avoir fondu sous l'effet de la chaleur, et 2 grands plis tiraient sa bouche vers le bas. « Qui est-ce » demanda-t-il. Le gros homme regarda autour de lui et se pencha par-dessus son comptoir. Le grand type, c'est Joseph Koulibaly, un ancien ministre opposant au régime actuel. On lui avait dit qu'il pouvait regagner son pays sans problème. Encourageant. L'animation avait repris, mais le bagage de Joseph Koulibaly restait au milieu du passage, ignoré de tous. « Et les autres » demanda Malko. Georges Valos sortit un grand mouchoir et s'essuya le front d'un geste qui devait lui être familier. Il sembla à Malko qu'il transpirait encore plus.
Du coin de l'œil, il aperçut Chris Jones et Milton Brabeck montés dans un vieux bus avec leurs compagnons de voyage. Celui au béret rouge, le métis, souffla Georges, c'est Bangaré, un copain de Sankara, le nouveau président du pays, un dangereux salaud. Il a tous les pouvoirs et fait régner la terreur. C'est un peu le tonton Macoute du régime. Il a amené avec lui un Stotsi d'Afrique du Sud, celui au crâne rasé, un tueur. Les deux autres sont des Algériens, ses hommes de main. Ali Lapointe, le plus mince, et Mohand, l'autre. Quel est leur rôle exact demanda Malko. Ils servent de police politique pour tous les sales boulots. Lors du dernier putsch, c'est eux qui ont liquidé plusieurs généraux. Et celui qu'ils viennent d'arrêter ? Georges Valos secoua la tête. Sankara ne voulait pas le faire emprisonner officiellement après ses déclarations l'invitant à rentrer. Alors ils vont le mettre à l'ombre discrètement. Ils ne vont pas le tuer, objecta Malko, sceptique. Son interlocuteur eut l'air choqué. Oh non, ici, ils tuent très peu, ce sont des Mossis, des gens pacifiques. Bon, on se verra plus tard au Silmandé, à mon bureau là-bas. Voilà votre contrat de location, il y a quelque chose pour vous dedans. Nouvelle poignée de main gluante. Quand Malko prit le volant de la Datsun, la valise du kidnappé était toujours là, comme un signal de détresse muet. La Datsun cabossée possédait une climatisation, luxe inouï dans ce pays misérable. Le boy, pieds nus, assis à côté de Malko, lorgna sa Seiko d'un air envieux. « À droite, patron, dit-il. » Il longeait un quartier typiquement africain, aux larges avenues non asphaltées. Malko dut ralentir, englué par d'innombrables vélomoteurs pétaradant à qui mieux mieux. On se serait cru à Saïgon 10 ans plus tôt. 100 mètres plus loin, il freina brutalement. 2 mobylettes entrelacées se dressaient bizarrement au milieu de la chaussée. Leur propriétaire, accroupi sur le bas-côté, était engagé dans d'interminables palabres sur les responsabilités de l'accident. Ouagadougou ressemblait à une petite ville de province africaine, engourdie de chaleur et d'ennui. L'aéroport se trouvait pratiquement en bordure des quartiers périphériques. La pluie avait cessé, mais le ciel demeurait lourd et menaçant. Un militaire les croisa, en vélomoteur, Kalachnikov en bandoulière. À part la gendarmerie et la présidence, il n'y avait pas de caserne et les soldats couchaient chez eux. Seuls les commandos d'élite dévolus à la garde du capitaine-président Sankara, ci-devant capitaine de l'armée voltaïque, avaient droit à des bâtiments militaires. Ils émergèrent sur une grande route rectiligne, bordée à gauche de bosquets clairsemés. Un feu de signalisation, planté au coin d'un sentier, et de la voie où il se trouvait, passa au rouge et Malko freina. Le boy adressa un sourire encourageant à Malko. « Ici, il y a du feu rouge et pas de pouliche. Tu peux y aller, patron. » Le civisme de Malko le poussa quand même à stopper. Aussitôt, le boy lança nerveusement. « Ouh, patron, tu ne t'arrêtes pas !»« Pourquoi ?» fit Malko étonné. « Ouh !» fit le noir d'une voix aiguë et effrayée. « Ici, patron, c'est très dangereux. Il y a des voleurs partout. Ils attaquent ceux qui passent. » Le feu était toujours au rouge. Malko allait néanmoins suivre le conseil du boy lorsqu'il aperçut dans le sentier une voiture portière ouverte, une R16 noire. Le boy le tira par la manche. « Y a feu vert, patron, y a feu vert !» Malko n'écoutait plus, la gorge nouée. Il venait de découvrir un spectacle affreux. Joseph Koulibaly, le noir enlevé à l'aéroport, était à genoux au milieu d'une petite clairière. Autour de lui, ses 4 agresseurs s'acharnaient à le frapper à coups de pied, de poing et de crosse. Il avait le visage en sang et tombait sans cesse la face dans la poussière. Chaque fois, l'un de ses bourreaux le redressait. De sa voiture, Malko entendait le son mat des coups faisant éclater les chairs. Ils étaient si occupés à leur tâche qu'ils ne prêtèrent même pas attention à la voiture arrêtée, dissimulée en partie par un gros arbre. Soudain, le noir au crâne rasé se détacha du groupe, alla à la R16 et en revint avec un jerrycan dont il déversa le contenu sur le corps inanimé. L'homme torturé se remit alors à 4 pattes, puis debout, titubant, essuyant le sang et le liquide qui lui coulait dans les yeux. Puis, il partit d'une démarche d'automate vers la grande route. Étrangement, les 4 hommes le laissaient faire. Malko eut le temps de les détailler. Le métis avait le nez aplati et des yeux saillants, avec une grande bouche de poisson et le teint vraiment très clair. Le Stotsi, avec son crâne rasé, ses traits épais et sa peau d'un noir de jais, incarnait la brutalité animale. Un des Arabes, celui que Georges Valos avait appelé Ali Lapointe, arborait un visage en lame de couteau, avec un nez cassé et des cheveux frisés. Son compagnon, plus trapu, aurait pu passer pour un Portugais, avec ses cheveux lisses et ses traits réguliers. Koulibaly parcourut quelques mètres, puis Malko, tétanisé d'horreur, vit le Stotsi ramasser un vieux pneu qui traînait là. Il rejoignit sa victime, leva le pneu, et lui passa la tête dedans, l'enfonçant autour de son torse presque jusqu'à la taille, bloquant ses bras le long du corps. Ensuite, il recula et sortit un briquet de sa poche. Malko ouvrit sa portière pour bondir dehors. Il n'eut pas le temps d'émerger de la Datsun. Le boy s'était rué sur lui et l'avait ceinturé, criant d'une voix suppliante « Non, patron, n'y va pas, ils vont nous tuer aussi !» Il avait une force étonnante, décuplée par la peur, et paralysait Malko. Là-bas, le grand noir avait roulé un journal en torche et venait de l'allumer avec son briquet. Le bras tendu, il s'approcha de Joseph Koulibaly, qui essayait de se débarrasser de son carcan de caoutchouc. Les flammes touchèrent le prisonnier. Il eut un vlouf sourd,
et l'homme s'enflamma comme une torche, brûlant des pieds à la tête. La torche vivante se mit à courir avec des hurlements atroces, se cognant aux arbres, tombant, se relevant, essayant d'éteindre les flammes en se roulant sur le sol. Ses cris inhumains donnaient la chair de poule à Malko. Le boy poussa un gémissement étranglé, maintenant Malko à l'intérieur de la voiture. « La pouliche, dit-il, va chercher la pouliche. » Une atroce odeur de chair calcinée fut rabattue par le vent vers la voiture. L'homme tentait de se frotter à un tronc d'arbre, à la fois pour éteindre les flammes qu'il dévorait et pour se débarrasser du pneu lui immobilisant les bras. Il n'y parvint pas, fit encore quelques pas et tomba à genoux, déjà presque asphyxié. Puis, lentement, il plongea en avant, tandis que sa chevelure achevait de se consumer. Plus rien au monde ne pouvait le sauver. Malko se souvint des bonzes vietnamiens qui avaient fait basculer le régime de Diem un quart de siècle plus tôt, en s'immolant par le feu. Les 3 autres agresseurs étaient remontés dans la R16. Le grand noir au crâne rasé s'approcha lentement de sa victime. Malko pouvait voir ses traits grossiers absolument inexpressifs. Il s'arrêta, et son regard se posa sur la Datsun. Il se retourna vers la R16 et cria quelque chose. Le boy entra alors en transe. Il se mit à secouer Malko en criant d'une voix hystérique « On fout le camp, patron, on fout le camp !» Personne ne bougea dans la R16. Le Stotsi s'approcha de l'homme inanimé, allongé sur le ventre, encore secoué de brefs sursauts. Puis, il sortit de sa ceinture une très fine tige d'acier rigide, longue d'une 40aine de centimètres. Il balança quelques instants au-dessus du dos de l'agonisant, comme s'il cherchait l'endroit où l'enfoncer. Enfin, il en posa la pointe sur la colonne vertébrale, en dessous de la nuque. Malko vit les muscles de son bras droit se gonfler, ses mâchoires se crispèrent sous l'effort, et la tige plongea de 10 centimètres dans la colonne vertébrale du mourant, transperçant la moelle épinière, le tuant sur le coup. Joseph Koulibaly eut un violent sursaut, qu'il tendit en arc de cercle, puis retomba. Son assassin retira la tige d'acier, l'essuya à son jean et la remit en place le long de sa jambe. Puis, sans se presser, il regagna la R16 qui démarra et s'éloigna dans le sentier, disparaissant au milieu des arbres. Malko s'ébroua, secoué par cette scène atroce. Mécaniquement, il remit en route. Le boy, gris de terreur, claquait littéralement des dents. Un peu plus loin, il aperçut sur sa droite la masse du Silmandé, qui ressemblait avec sa peinture ocre à une grosse termitière plantée au bord du barrage numéro 3, un des lacs artificiels entourant Ouagadougou. À peine eut-il stoppé sous le haut vent que le boy s'enfuit comme s'il avait le diable à ses trousses. Tandis qu'on prenait ses bagages, Malko se répétait mentalement ce que les gens de la CIA lui avaient dit à Vienne. « Votre mission à Ouaga va se dérouler sans problème. Ce sont des gens extrêmement pacifiques. » Il avait encore dans les narines l'odeur abominable de la chair humaine calcinée. Chapitre 2. La douche n'avait pas lavé l'horreur du souvenir encore vivace dans la mémoire de Malko. Étendu sur son lit, il essayait de chasser de son esprit la scène atroce qui s'y était gravée. Dès qu'il fermait les yeux, il revoyait la tige de métal s'enfoncer dans la moelle épinière de l'homme à terre. Depuis son arrivée à l'hôtel, il tentait d'évaluer l'impact de cet acte barbare sur sa mission. Certes, ça pouvait n'être que la bavure d'un régime sanguinaire comme l'Afrique en comptait tant. Visiblement, les 4 tueurs ne s'étaient pas intéressés à lui. Cependant, leur existence même constituait une menace grave. Le régime du capitaine Sankara n'était pas aussi désarmé que semblait le croire la CIA. Cela risquait de poser quelques problèmes. Il se leva, essayant de se changer les idées, et s'approcha de la fenêtre dominant la grande piscine déserte. Comme l'hôtel d'ailleurs. Cerné d'une végétation luxuriante. Depuis la révolution d'août 83, les businessmen ne se bousculaient pas en Haute-Volta. Au-delà du barrage numéro 3, Malko pouvait voir tout Ouagadougou, c'est-à-dire pas grand-chose. Quelques bâtiments modernes émergeant de la verdure, qui se confondaient presque avec la savane environnante. Cette ville plate ressemblait à un parc, avec ses grandes avenues bordées de calicéas et de nérés. Il alla fermer la porte à clé, mit la chaîne et prit le portfolio en plastique rouge contenant les documents de location de la Datsun. Il dut tout vider avant de découvrir un papier plié en 4. Un plan englobant toute la zone résidentielle au sud-est de l'avenue d'Oubritanga, la grande artère qui allait du barrage numéro 3 à la place des Nations Unies, en plein centre. Un trapèze englobant le palais présidentiel, la présidence, la radio-télévision et surtout le Conseil de l'Entente, là où avait élu domicile le capitaine Sankara depuis son putsch réussi. Une sorte de parc contenant une demi-douzaine de villas destinées en principe aux hôtes des différents pays africains. C'est dans ce domaine que Sankara avait établi son QG, protégé par des troupes d'élite et quelques blindés. Celui qui s'emparait de ce périmètre tenait la ville et le pays. Malko se pencha sur la carte. 7 traits noirs barraient différentes voies donnant accès au Conseil de l'Entente. 2 sur le boulevard de la République, juste avant son embranchement avec l'avenue d'Oubritanga, et ensuite, en face de l'immeuble radio-télé,
un sur la rue 506, deux sur l'avenue du Général de Gaulle, surtout la petite avenue 352 à quelques mètres de l'entrée nord du Conseil de l'Entente, plus un autre en face du palais présidentiel. Toute circulation à pied ou en voiture était interdite à l'intérieur des barrages, sauf aux porteurs de laissez-passer. Une note manuscrite, au crayon, en bas du plan, précisait « Attention, interdiction de se promener devant l'entrée principale du Conseil de l'Entente, boulevard de la République, même avec un laissez-passer, les soldats tirent à vue. » D'autres annotations soulignaient chaque barrage de la même écriture. Barrage boulevard de la République, côté Oubritenga, 4 hommes avec un FM et des calaches relevés toutes les 6 heures. Une radio. 4 blindés brésiliens Cascabel en face du Conseil de l'Entente. Les équipages sont rarement à l'intérieur à cause de la chaleur. Tout était détaillé, du travail minutieux, indispensable à une action de commando. Malko fit le compte des points d'appui, une quarantaine d'hommes et 7 armes automatiques, plus les blindés. On pouvait en venir à bout, à condition d'agir par surprise. Il plia le papier et le cacha dans une fausse bombe de crème à raser dont le fond se dévissait. Le gros Georges Valos avait bien travaillé, mais il restait de multiples points à régler. La CIA ne s'était lancée qu'à regret dans l'opération de récupération de la Haute-Volta, freinée par les réticences du chef de station de la compagnie à Ouagadougou, Eddie Cox, exigeant que tout se passe pratiquement sans effusion de sang. La mission de Malko était un peu floue. Coordonner les différents éléments du coup d'État et finalement déclencher l'action s'il estimait que les chances étaient bonnes. Rien n'aurait sûrement été déclenché sans l'insistance d'un officier voltaïque exilé, le colonel Ouedraogo, replié en Côte d'Ivoire, qui clamait avoir encore de nombreux partisans dans l'armée et pouvoir renverser d'une chiquenaude le régime marxiste du capitaine Sankara. Les analystes de l'anglais avaient longuement hésité, pour finalement donner leur feu vert à une condition. Le putsch anti-Sankara devait s'effectuer uniquement avec des voltaïques, à l'exception de Malko et de ses babysitters. En cas d'échec, on pourrait toujours dire que c'était un complot intérieur. Il avait ensuite fallu convaincre le directeur général de la CIA. Le Desk Afrique avait pondu une synthèse expliquant que le basculement définitif de la Haute-Volta dans le camp marxiste pouvait créer une situation dangereuse selon la théorie des dominos. Pays pauvre de 7 millions d'habitants, la Haute-Volta avait des frontières communes avec 6 pays. Le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana. Formidable base de départ potentielle pour des actions subversives. Du coup, la vieille compagnie avait bouffé du lion. La direction des opérations avait programmé l'opération sous réserve de certaines confirmations. Entre autres, un rapport d'agent de la CIA infiltré dans le Peace Corps sur l'état d'esprit des voltaïques, avec surtout une consigne absolue, ne pas se faire prendre. Que jamais on ne puisse brandir aux yeux du monde effarouché un mercenaire américain. C'est tout juste si l'on n'avait pas distribué des pilules de cyanure à Chris Jones et Milton Brabeck, volontaires et seuls citoyens américains dans cette noire galère. Le téléphone sonna. C'était la voix empreinte de servilité de Georges Valos. « Je voulais savoir si vous étiez content de la voiture, Mr. Linge. Je suis dans le hall. »« Je descends, » dit Malko. À peine fut-il sorti de l'ascenseur que le gros homme se précipita sur lui avec un sourire dégoulinant et demanda à voix basse. « Ça allait ?»« Parfait, » dit Malko. « Vous voulez être procuré comment ?» Georges Valos se rengorgea. « Je l'ai reconstitué moi-même avec des informations recueillies de différentes sources. C'est bon pour 8 jours. » Il avait vraiment la tête d'un traître hollywoodien avec son teint blafard, son sourire côteleux et sa perpétuelle transpiration. Malko allait lui parler de l'horrible meurtre auquel il avait assisté quand le directeur de l'hôtel, un grand Allemand aux cheveux en brosse, s'approcha d'eux. « Bienvenue à Ouaga, Mr. Linge, dit-il. Je voulais vous recommander de faire très attention au couvre-feu. Ils ont tué une vingtaine de personnes déjà. À partir de 00h30, ils allument tout ce qui bouge. Même les médecins ne veulent plus sortir la nuit. »« Je ferai attention, » promit Malko. Georges Valos s'était éclipsé, appelé dans son bureau au sous-sol. Malko en profita pour filer dans la salle à manger se caler l'estomac. En attendant qu'un garçon daigne se manifester, il récapitula mentalement les étapes de sa mission. D'abord, la préparation du putsch. Lever la dernière hypothèse concernant l'état d'esprit des voltaïques en récupérant le rapport établi par les gens de la CIA infiltrés dans le Peace Corps. Donc un contact qui comportait un peu de risque. Ensuite, recueillir le maximum d'informations sur le côté militaire de l'affaire, ce qu'il avait commencé à faire à travers Georges Valos. Encore un contact avec le chef de station de la CIA à Ouaga afin de coordonner les différents éléments de l'opération. Ce dernier allait assurer, grâce à ses moyens radio, la liaison avec le colonel putschiste. Il fallait également prévoir la logistique. L'idée du colonel Ouedraogo était simple. Revenir clandestinement en Haute-Volta, rejoindre un groupe d'officiers et de soldats opposés au régime marxiste du capitaine Sankara, qui se trouvait dans une base militaire à Pau, environ 150 km de Ouagadougou, pour ensuite marcher sur la capitale et renverser par surprise le camarade président Sankara. Seulement pour cela, il fallait un moyen de transport. Dans ce pays misérable, Budget ne louait pas encore de camions comme ailleurs. Autre problème pour Malko. Une fois tout résolu,
Ce serait encore à lui de faire la jonction avec le colonel Ouedraogo, et la véritable action commencerait. L'arrivée du colonel avait été prévue pour le samedi suivant. Malko disposait de 5 jours pour tout préparer. Chris Jones et Milton Brabeck risquaient d'avoir à intervenir dans cette dernière phase. Leur présence à Ouaga avait pour but d'assurer à Malko et au colonel Ouedraogo une protection rapprochée, efficace et sûre. Dans le silence de la salle à manger déserte, Malko repensa à la scène horrible à laquelle il avait assisté. Ça jetait une ombre sinistre et menaçante sur leur projet, car il était avant tout responsable de la sécurité de toute l'opération. Or, le plan avait été établi dans l'hypothèse d'une absence presque totale de contre-espionnage du côté voltaïque. Ce qu'il avait vu tendait à le faire changer d'opinion. Il dut se forcer pour commander un poulet au pili-pili, se disant que demain serait un autre jour. On aurait pu faire cuire un poulet dans la Datsun exposée en plein soleil depuis l'aube sur le parking du Silmandé. 12 heures de sommeil avaient retapé Malko sans lui ôter le souvenir de l'abominable meurtre de la veille. Il traversa la fournaise avec son couvercle de nuages noirs. À la réception, il avait trouvé une invitation à un dîner donné le soir par le concessionnaire Mercedes, honorable correspondant de la CIA, M. Rolette. Tout se déroulait donc comme prévu. Une chaleur inhumaine montait du bitume et, Malko en eau, décida de rouler glace ouverte avec la climatisation. Avant son dîner, il avait d'autres contacts à prendre. Des dizaines d'éventaires de marchands ambulants occupaient les bas-côtés de l'avenue d'Ubritenga, le long de l'hôpital, vendant de tout, du Perrier aux compresses et aux brochettes. L'hôpital ne fournissait strictement rien aux malades. En passant, Malko put vérifier que les barrages de soldats dans les 2 rues, se jetant dans l'avenue, étaient bien à la place mentionnée sur son plan. Seul signe tangible de la révolution avec le nouvel emblème de l'État révolutionnaire voltaïque, une binette et une kalachnikov croisées sur fond rouge. Il tourna à gauche, rejoignant l'avenue de l'Indépendance, la voie la plus large de Ouaga. Au bout, le palais présidentiel inoccupé ressemblait à un gros hôtel particulier rose et blanc, gardé par une automitrailleuse et quelques soldats affalés sous le soleil. En ville, la poussière et la chaleur vous prenaient à la gorge. Il descendit la majestueuse avenue de l'Indépendance, bordée des principaux ministères et bâtiments officiels, et tourna à droite dans l'avenue Ouézin, pour stopper devant l'hôtel de l'Indépendance, dont l'entrée était encadrée par des galeries marchandes donnant sur l'avenue. Une banderole tendue au-dessus de l'entrée proclamait triomphalement « L'hôtel est ouvert ». Ce qui n'était en effet pas vraiment évident. Après 24 ans de bons et loyaux services, l'Indépendance ressemblait plus à une ruine qu'à un palace. Malko traversa le hall, débouchant dans le jardin entourant la piscine. Un panneau planté près de la piscine annonçait « Séminaire du Peace Corps ». De fait, les abords de la piscine et le jardin grouillaient de robustes jeunes des 2 sexes étalés un peu partout. Sans se presser, Malko commença à se promener entre les groupes de façon à ce qu'on le voie bien. Ceux qui l'attendaient avaient eu sa photo et connaissaient l'heure du rendez-vous. Il revint ensuite vers la galerie marchande et se mit à flâner devant les boutiques proposant toutes sortes d'horreurs folkloriques. Il y avait sûrement des mouchards dans le coin. Il était plongé dans la contemplation de boubous multicolores lorsqu'il sentit une présence près de lui. Il tourna la tête et aperçut d'abord un t-shirt blanc tendu par une lourde poitrine sans soutien-gorge, puis le visage semé de taches de rousseur d'une jeune femme avec un air troussé et une grosse bouche presque négroïde. Pas plus de 25 ans, le corps épanoui et sain, à la peau lisse comme du satin. Elle sourit à Malko, et sa lèvre supérieure se releva un peu en une mimique provocante et pleine de sensualité. C'était une splendide Jappe, Jewish American Princess, comme disent les New-Yorkais. « Hello » dit-elle d'une voix musicale. Deborah Prodger avait été plantée dans le Peace Corps par la compagnie depuis 2 ans. Après un doctorat de français, une formation accélérée de transmission et de soins paramédicaux. Arrivée en Haute-Volta 1 an plus tôt, avec de sérieuses connaissances de moré, la langue mossi, elle le parlait maintenant parfaitement. Fille d'un officier de la CIA, elle se passionnait pour cette double vie. Son regard enveloppa Malko, curieux, s'attardant aux yeux dorés et son sourire s'alanguit encore. « Bonjour » dit Malko. « Ça fait plaisir de voir un vrai blanc » dit-elle à voix basse. Il prit un boubou et s'amusa à le nouer autour de sa taille, puis un autre et des colliers, sous l'œil ravi du marchand, qui se précipita pour leur proposer des petites statues érotiques en bronze. Déborah en prit une représentant une femme chevauchée par derrière par un noir aux membres impressionnants. « Je veux celle-là !» Malko lui offrit en plus 2 boubous et repartit avec elle vers le jardin. La jeune femme esquissa quelques pas de reggae, à la grande joie des noirs présents. Si mouchard il y avait, il ne verrait qu'un touriste esselé séduisant une jeune étudiante. Ils s'installèrent à une table à l'ombre. « 2 flags » commanda d'autorité la jeune Peace Corps, la bière locale, guère plus forte qu'un jus de fruits. Malko observait Deborah Prodger. C'est elle qui avait été chargée par la compagnie de faire la synthèse des informations recueillies par les 60 membres du Peace Corps répartis en Haute-Volta, un des éléments de décision de sa mission. Deborah leva son verre avec un sourire. « À la civilisation !»«
Vous venez d'où demanda Malko. Elle eut un geste vague. Le nord, le Sahel, là où on meurt de faim, Gorum Gorum, la ville la plus au nord. Quelques baraques en plein désert avec des chameaux et des nomades musulmans. Un seul blanc, chargé de garder un relais qui se nourrit de sardines trempées dans la bière. Tous les 2 jours, il essayait de me violer. Malko ne put s'empêcher de rire. Déborah semblait tellement relaxe. Qu'une fille splendide comme elle aille s'enfermer dans un désert, ça demandait un sacré dévouement. J'ai le rapport, dit-elle, 20 pages. Il est planqué dans ma chambre. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? 90% de la population est contre Sankara. Les chefs traditionnels d'abord, parce qu'il veut les dépouiller de leur pouvoir. Les marabouts aussi, il a juré publiquement de les faire travailler. Et la population, parce qu'ils sont encore plus pauvres qu'avant. Ils ne peuvent même plus nourrir leurs troupeaux. J'ai tout ça en détail. Mais il y a mieux. Quoi ? Déborah eut un rire sensuel et joyeux. Eh bien, dit-elle, à Gorum Gorum, il y a une garnison de 200 soldats environ, dirigée par un capitaine anti-Sankara. J'ai beaucoup parlé avec lui. Il a une profonde admiration pour notre colonel Ouedraogo. Il suffirait qu'il débarque là-bas pour qu'ils le suivent tous. Ils sont gonflés, autant qu'on peut l'être en Afrique. C'est intéressant, dit Malko, mais cela pose quelques problèmes. L'acheminement d'abord. Combien de temps de Gorum Gorum à Ouaga ? Déborah perdit son sourire. Environ 2 jours s'il ne pleut pas. La saison des pluies commence, remarqua Malko. Déborah acheva sa flaque puis releva la tête, l'œil vert, pétillant. Je ne vous ai pas tout dit, j'ai une idée. À 40 km au nord de Gorum, à Falagunto, il y a une piste d'envol abandonnée, construite par des chercheurs de pétrole. La latérite a séché et elle est toujours bonne. Le jour J, on pourrait y déposer un Hercule. Il n'y a personne là-bas, pas de radio. D'où viendra-t-il demanda Malko suffoqué. Je n'en sais rien, mais ça ne doit pas être un problème. Et ensuite ? Ensuite, ils embarquent sur l'Hercule et 1 heure plus tard, ils sont à Ouagadougou. Malko regarda autour de lui. Si les clients de l'indépendance avaient pu deviner cette conversation délirante. Et vous allez le poser où, votre gros oiseau ? Avenue de l'Indépendance ? Où on pose d'habitude les avions, fit Déborah, sur l'aéroport. Et la tour de contrôle, ils vont le repérer. Pas avant qu'il ne soit en approche finale, contra triomphalement Déborah Pratger. Il n'y a pas de radar à l'aéroport de Ouaga. L'Hercule pourra se faire passer pour un avion d'une autre compagnie, comme les Israéliens à Entebbe. Malko retint un sourire. Ok, supposons qu'il se pose. Ensuite, fit-elle, le détachement s'empare de Sankara, de la radio, du palais, et comme on dit ici, y a bombance. Même en Afrique, un coup d'État demandait un minimum de sérieux. Déborah n'avait pas l'air de savoir ce qu'était un incident diplomatique. Quand les gens du renseignement se mêlaient de l'action, ce n'était jamais triste. Devant l'expression de Malko, la jeune femme hocha la tête. « Bon, j'ai compris, c'est débile. » Non, seulement un peu trop audacieux, corrigea Malko. Au fond, ce n'était pas très éloigné du plan du colonel Ouedraogo. Le regard de Malko tomba sur le t-shirt tendu par les 2 seins lourds entre lesquels coulait une rigole de transpiration. La jeune américaine soupira. « Shit, quelle chaleur. Pourquoi ne vous baignez-vous pas ? Je ne suis pas folle, regardez. » Un jeune Peace-Corps au torse maigre et blanc s'approchait justement de la piscine. Il y trempa le pied puis il retira vivement. Recommença le même manège pour se laisser finalement glisser dans l'eau. Il en ressortit 10 secondes plus tard, comme s'il était poursuivi par une meute de piranhas, le visage convulsé de douleur. Malko observait la scène, médusé. On ne voyait rien dans l'eau limpide. Déborah riait de bon cœur. « Quel est le truc » demanda-t-il. « Des courts-circuits avec les hublots de l'éclairage sous-marin » expliqua la jeune femme pliée en 2. « On prend le jus dès qu'on met le pied dans la flotte. Remarquez, ça a tué les crapauds. » Le Peace Corps retourna sur la pelouse et la piscine demeura vide sous le soleil impitoyable. Malko jeta un coup d'œil à sa Seiko Quartz. Il avait encore beaucoup à faire. « Je pourrais avoir ce rapport ?» Déborah lui glissa un regard plein de reproches puis se leva. « Ok, venez avec moi. » Malko la suivit. Ceux qui les voyaient penseraient qu'il était arrivé à ses fins. Déborah avait une chambre dans le grand bâtiment sur pilotis au fond du jardin, encombré de sacs, de vêtements, de cartons. Un vieux conditionneur laissait filtrer un filet d'air frais. La jeune femme farfouilla dans son sac et en sortit une liasse de papier qu'elle jeta sur le lit. « Tenez, amusez-vous !» Il dépliait les papiers quand elle fit tranquillement passer son t-shirt par-dessus sa tête, révélant une poitrine en tout point conforme à ce qu'il imaginait. À un détail près, elle n'avait pas de bout de sein. Sans la moindre gêne, Déborah se débarrassa de son jean, tournant le dos à Malko, et disparut dans la salle de bain. Il entendit des bruits d'eau, tandis qu'il s'attaquait à son long rapport sur la mentalité des voltaïques. Il en avait parcouru 3 pages, quand Déborah reparut, le bas du corps drapé dans une serviette. Elle s'assit à côté de lui. Est-ce que ça fait du bien ? Leurs regards se croisèrent. Les yeux verts de la jeune femme brillaient. Elle demanda d'une voix changée. « Vous êtes content ?»« Oui, dit Malko, c'est du très beau travail. »« Alors, vous voulez faire quelque chose pour moi ?»« Bien sûr. »« Quoi ?» Doucement, elle poussa les papiers et approcha sa bouche épaisse de celle de Malko. Presque sans bouger les lèvres, elle murmura. « Devinez. » Lâchant le rapport, il emprisonna les 2 seins lourds dans ses paumes.
Déborah ferma les yeux, et sa langue vint au-devant de celle de Malko. Doucement, ils basculèrent sur le lit, et la serviette tomba à terre. Enlacés, ils continuèrent à faire connaissance. Déborah, haletante, dardait une langue aiguë comme celle d'un lézard partout où elle le pouvait. Son corps ondulait fiévreusement contre Malko. Ses doigts se refermèrent autour de sa virilité avec un soupir ravi. Il s'égara à son tour dans sa toison d'or, découvrant que le miel coulait d'elle comme de l'eau. Elle poussa un soupir rauque. « Oh, viens, viens !» Elle écarta sa main impatiemment, l'attirant sur elle. Il la pénétra d'une seule poussée. Elle grogna et posa aussitôt ses mains à plat sur ses reins, comme pour le maintenir en elle. Son bassin se souleva, elle frottait son clitoris contre lui, tandis que ses yeux se révulsaient. Le corps secoué de spasmes, elle se mit à jouir sans interruption, avec des râles d'agonisants, repliant les jambes, puis les laissant retomber comme foudroyée. Une raie verte apparut à travers ses paupières mi-closes, et elle promena une main langoureuse sur le dos de Malko avec un sourire ravi. C'était bon, qu'est-ce que j'en avais envie. Caresse-moi la poitrine maintenant. Il trouva les pointes cachées dans les mamelons et commença à les malaxer doucement. De nouveau, Déborah ferma les yeux et très vite commença à bouger sous lui. Quelques instants plus tard, il la chevauchait furieusement. Jusqu'à ce que, pris d'une inspiration subite, il la retourne. Docilement, elle cambra ses fesses dorées, et il la pénétra ainsi à quatre pattes, la tête entre les mains. Déborah se mit à délirer, secouant la tête. « Oui, prends-moi comme une chienne, plus fort !» Le soleil de Gorum Gorum aurait visiblement guéri les cas les plus rebelles de frigidité. Mise en appétit, Malko voulut varier son plaisir, mais Déborah se raidit et le remit dans le droit chemin. « Je ne peux pas comme ça, dit-elle, ça me fait mal. Mais j'ai une copine qui adore, tu le lui feras devant moi, je la tiendrai. » Stimulé par ce fantasme, Malko explosa longuement au fond de son ventre, salué d'un cri profond. Déborah s'allongea, le retenant en elle. « Reste, supplia-t-elle. Il y a si longtemps que je n'ai pas eu un homme dans mon ventre. Quelquefois, le soir à Gorum Gorum, je rentrais avec une envie féroce de faire l'amour. Alors je me jetais sur le coin de mon lit, et en quelques secondes, je me faisais jouir en me caressant. Je laissais ma porte ouverte exprès, et ensuite je restais dans la même position. Alors je voyais mon boy dans le jardin, qui sortait son sexe et commençait à se branler. Moi, je recommençais tout doucement à me caresser. Il criait ensuite dans la cour en jouissant. En même temps que moi. Il avait un truc énorme qui vomissait des torrents de sperme. « Tu n'avais pas peur qu'il te viole, ton boy ?» demanda Malko. « Bien sûr que non, fit-elle choquée. Il était trop timide. » Un coup de tonnerre violent les fit sursauter. L'orage. 30 secondes plus tard, c'était de nouveau le déluge. Ils se rhabillèrent et Malko empocha le rapport. Avant de sortir de la chambre, Déborah noua ses bras autour de son cou et dit d'une voix amusée « Mr. Linge, je sais que vous n'avez plus besoin de moi et que vous me prenez pour une gourde, mais si vous repassez par ici, ça me fera plaisir de revoir vos drôles de yeux dorés. »« Merci, dit Malko. »« Vous savez ce que j'aimerais » demanda la jeune femme. « Dites. »« Aller passer une semaine avec vous, Ngor, à Dakar. L'été au Sénégal, c'est superbe. On peut faire de la pêche au gros. En juillet, aller se balader à Cabrousse sur la petite côte ou s'enfermer au Ngor, se baigner et faire l'amour. »« Alors, rendez-vous au Ngor le mois prochain, dit Malko en souriant. » Ils se retrouvèrent dans le couloir humide. Chris et Milton devaient être quelque part dans l'hôtel, attendant des ordres. Malko et Déborah débouchèrent dans le hall, encombrés de tous ceux qui fuyaient la tornade. Malko aperçut à quelques mètres de lui le gros Georges Valos, trempé lui aussi. Leurs regards se croisèrent. Il s'attendait à ce que le Français lui adresse un signe de reconnaissance, mais l'autre tourna vivement la tête et s'éloigna aussitôt. Malko le suivit des yeux, intrigué et inquiet. Pour quelle raison le stringer de la CIA était-il si prudent ? « Tiens, tu connais le gros Georges » remarqua Déborah qui avait suivi son regard. « Relation professionnelle » précisa Malko. La jeune américaine lui glissa un regard amusé. « Je vois. Moi, je ne lui confierai pas $10. »« Je ne lui confie que ma vie, dit Malko. Cela se négocie moins facilement. » Le gros Français avait disparu. Bizarre. Malko ressentit une sensation de malaise, presque d'angoisse. Pourtant, cet incident minuscule pouvait avoir des tas d'explications. La pression brève et tendre de Déborah ne dissipa pas sa gêne. S'il commençait à avoir des dangers partout, il n'en avait plus pour longtemps à être chef de mission.